Eh bien, déjà, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On vous propose une présentation d'environ 45 minutes et une séance derrière de questions-réponses. Conservez vos questions pour la fin, on les regroupera et on y reprendra en fin de présentation. Moi, je suis Aurélien Fuge, je suis en charge du marketing et de la communication pour les sociétés Promosoft Informatique et Ami DSI Informatique. Pour nous, il est important de vous convier aujourd'hui, nous en tant que partenaire déjà certifié Datacore. On voulait organiser ce webinaire avec Datacore et vous y convier afin de vous présenter les solutions de virtualisation de stockage qui peut-être demain vous permettront d'optimiser votre infrastructure et aussi d'améliorer la protection de vos données. Je laisse la parole à Gaëtan qui va du coup se présenter et faire défiler cette présentation. Merci Aurélien. Donc bonjour à tous, Gaëtan Marais, ingénieur système pour Datacore Software. Donc je suis effectivement là pour vous dérouler cette présentation, pour vous parler un petit peu de la virtualisation de stockage, ce qu'est la virtualisation, ce qu'elle peut vous apporter au sein de votre infrastructure, ce qu'elle peut, comment elle peut vous aider à répondre à des problématiques existantes aujourd'hui. Et puis je vais avancer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Donc l'idée un petit peu de la virtualisation, vous la connaissez, c'est de changer le mode de fonctionnement d'une infrastructure traditionnelle. Vous le connaissez aujourd'hui à travers du VMware, de l'Hyper-V, peut-être du Xen, du KVM et autres. C'est une solution, la virtualisation, qui permet à travers des fonctionnalités avancées, des fonctionnalités software, de transcender un petit peu l'infrastructure physique, un serveur par exemple, et d'amener des fonctionnalités avancées sur ce serveur. Donc un serveur simple, un bout de ferraille avec un peu de CPU ne peut runner qu'une application. Lorsqu'on le virtualise, lorsqu'on met des outils comme VMware, Hyper-V et autres, on a capacité à faire beaucoup plus et à monter des machines virtuelles, quoi, plein de petits serveurs virtuels au sein d'une grosse infrastructure et d'amener des fonctionnalités intéressantes comme le achat, comme la répartition de ressources, etc., etc. C'est quelque chose qui existe depuis la fin des années 90, la virtualisation, autant sur la partie infrastructure physique, serveur, que sur la partie stockage. Ça s'est démocratisé dans les débuts des années 2000 pour la partie serveur. VMware est rentré, en tout cas en France, au sein des entreprises au début des années 2000, 2004, 2005, et ne fait que croître au sein des entreprises parce que, encore une fois, ça a un gain aussi bien financier, performance et flexibilité qui est assez intéressant. Côté stockage, même si ça existe depuis, encore une fois, la fin des années 90, Datacore est une société, donc le produit que je vous propose aujourd'hui, Sun Symphony, ici de la société Datacore, est une société qui existe depuis 98. Eh bien, c'est quelque chose qui était plutôt orienté à grosse production, fin des années 90, début des années 2000, voire jusqu'à 2010, orienté vraiment grosse production avec des besoins de transcender les environnements de stockage et être capable de faire de la gestion multisite et hétérogène d'un stockage qui pouvait être assez compliqué pour des grosses sociétés. Le stockage n'a pas forcément évolué énormément depuis sa création. On a vu arriver et se démocratiser, ça fait assez peu de temps, la partie SSD NVMe. Alors le SSD, encore une fois, pour l'ensemble des acteurs du SI aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible depuis 5-6 ans. Dans la vraie vie, ça fait à peu près plus de 15 ans que ça existe. Mais encore une fois, c'était pas démocratisé, c'était pas accessible, c'était très onéreux. Et la donne a un petit peu changé il y a de ça 4-5 ans avec une démocratisation complète et la capacité de pouvoir l'intégrer très facilement au sein d'une infrastructure SI. La difficulté reste tout de même que lorsqu'on est sur des environnements qui commencent à être un peu capacitifs ou sur lesquels il y a de l'historique, eh bien, on va avoir des difficultés à mixer ces nouvelles technologies avec les anciennes. D'où l'intérêt aujourd'hui d'une solution de virtualisation.
La virtualisation va vous permettre de pouvoir répondre à ces problèmes de refresh de stockage. Donc, vous avez une infrastructure vivante qui doit évoluer et vous avez soit le choix de partir sur du stockage traditionnel, soit de partir sur du stockage full flash, soit d'aller vers des solutions plus ou moins hybrides ou vers de la virtualisation. Vous avez besoin d'étendre un stockage existant et là, soit vous continuez à travailler avec HP, Dell, Lenovo et vous continuez à remplir des baies de disques existantes avec les problématiques de ces baies disques, à savoir l'incapacité de mixer des technologies, l'incapacité d'aller vers les dernières technologies ou d'appliquer des fonctionnalités avancées, sauf si vous êtes sur des environnements qui sont assez déjà onéreux. La capacité aussi de répondre à des problématiques de business continuity. Encore une fois, c'est lorsqu'on parle de virtualisation d'un point de vue VMware, Hyper-V, c'est tout de suite à ce à quoi on pense, la capacité de faire du HA, de faire du DRS et autres. Donc toutes ces fonctionnalités avancées, eh bien, existent sur la partie virtualisation, n'existent pas ou sont très peu accessibles sur du stockage traditionnel. À partir du moment qu'on virtualise du stockage, eh bien, on va être capable de vous amener vers ce type de solution. Et dernier point, encore une fois, la capacité d'intégrer facilement toutes les dernières technologies de flash. Et quand je parle de toutes les dernières technologies, je parle de tout ce qui va être disque NVMe, de carte NVMe, de disque SSD en mixed use, write intensive, read intensive, tout en conservant les accès vers du stockage traditionnel, voire du cloud. Donc, tout ça, c'est vraiment on va dire l'ADN d'une solution de virtualisation. Et c'est ce que fait aujourd'hui un VMware, un Hyper-V, etc. sur la partie infrastructure, ce que vous allez retrouver aussi sur la partie networking, et ce que nous, on va être capable d'apporter sur la partie stockage. Donc, en gros, une solution de virtualisation va vous permettre de, aujourd'hui, répondre à plusieurs challenges au sein de votre SI. Le premier, aujourd'hui, lorsqu'on parle de stockage, c'est la performance. Pourquoi? Parce que les CPU, la mémoire ont largement évolué. On est sur des infrastructures aujourd'hui où on peut avoir sur un seul et même serveur près de 60 cœurs, voire plus, avec des vitesses de cadence allant jusqu'à 3 GHz. Donc, on est sur des infrastructures qui sont hyper puissantes. Quelques serveurs la plupart des serveurs peuvent monter jusqu'à 3 Tera de RAM aujourd'hui, 6 Tera sur quelques infrastructures. Donc, on est aussi sur des infrastructures qui peuvent être très, très, très puissantes, mais on reste sur un stockage, encore une fois, traditionnel pour la plupart, basé sur du disque SSD en mixed use au maximum, au mieux, sinon sur du disque rotatif traditionnel. Et là, encore une fois, ça va être le goulot d'étranglement. Une baie unique pour tout mon SI. La solution qui est apportée par la plupart des constructeurs, c'est de se dire, eh bien, on vire le rotatif, on vire le disque qui est pas trop cher et on force l'utilisation d'un SSD. On va vous dire, vous avez un goulot d'étranglement, eh bien, mettons du full SSD, mettons ce qu'ils appellent du full flash, et on va être capable de répondre à votre problématique de performance. La problématique, pour nous, est que dans un SI traditionnel, vous avez entre 5 et 10% de votre infrastructure de stockage qui mérite d'avoir de la performance. Vous avez entre 5 et 10% de votre infrastructure de stockage qui a besoin d'une rapidité, d'une latence très, très faible, alors que vous avez 90% de votre stockage qui n'est là que pour faire de l'archivage. C'est pas de la donnée inutile, c'est de la donnée qui est propre à votre SI, mais que vous devez pouvoir consulter si le besoin est, mais sur lesquels vous n'avez pas d'activité à proprement parler. Et aujourd'hui, la plupart des constructeurs vous imposent le transfert de ces technologies-là, de ces données-là, vers des technologies type et flash, et donc à coût exorbitant, avec la limitation, la problématique de l'expansion future où on va continuer d'étendre vers du flash obligatoirement. Donc tout ça, c'est quelque chose de limitant. Limitant à partir du moment qu'on ne sait pas virtualiser. Autre problématique qu'on va avoir avec du stockage traditionnel, que vous allez avoir, que vous avez peut-être déjà actuellement, c'est la résilience du stockage. Vous avez déjà fait le pas sur la virtualisation d'infrastructures, vous avez déjà encore une fois du VMware, du KVM, de l'Hyper-V, du Xen, peu importe, toute une panoplie de solutions, voire du clustering traditionnel Microsoft, Linux ou autre. Donc vous avez un début de virtualisation, vous avez un début de haute disponibilité au niveau de votre infrastructure, mais ce n'est qu'un début. Parce que pour que toutes ces solutions fonctionnent, que ce soit VMware, Hyper-V ou un cluster traditionnel Microsoft, Linux, qu'on veut, eh bien, il vous faut une baie de stockage partagée. Cette baie de stockage vous impose d'avoir, eh bien,
l'utilisation d'une salle unique pour recevoir cette baie et la problématique de mise à jour de cette baie ou de crash de la baie. Si la baie est arrêtée pour X raisons, eh bien, vous perdez l'ensemble de votre infrastructure alors qu'elle était soi-disant redondante. Avec de la virtualisation au niveau du stockage, eh bien, on va être capable d'appliquer les mêmes règles de fonctionnement que vous avez au niveau de l'infrastructure avec VMware Hyper-V. On va être capable de rendre résilient le stockage, donc d'avoir 2 copies physiques au minimum. On peut en avoir 3, on peut en avoir jusqu'à 64 copies physiques de vos données sur des environnements de stockage différents, ce qui fait que si un des stockages vient à être arrêté pour X raison, eh bien on va continuer à fonctionner sur le deuxième. Ce stockage va être résilient non pas seulement sur la donnée en tant que telle, mais aussi sur la partie accessibilité. On va être sur un modèle actif-actif, monosite, monosite multisalle ou multisite. Et donc, du coup, on va être capable de répondre à une problématique de résilience totale de votre SI avec la capacité d'éteindre un data center ou une salle ou une armoire au complet, tout en continuant de fonctionner sur la deuxième armoire, sur la deuxième salle ou sur le deuxième data center. Et ce, de manière complètement transparente. On va parler de RTO et de RPO à zéro, les retention, recovery time objective, retention time objective, qui sont à zéro, donc à savoir une bascule automatique réalisée à partir du moment qu'on va avoir un stockage qui va être étendu. Troisième challenge que vous allez pouvoir rencontrer au niveau de votre SI, c'est la croissance infinie. Alors, infinie peut-être pas, ça c'est des termes marketing, mais vous dire que régulièrement, vous allez avoir besoin de rajouter 10, 15, 20% de votre stockage existant parce que vous faites de l'archivage. Plus on virtualise d'un point de vue infrastructure, plus on consomme parce qu'on va venir éclater l'ensemble des fonctionnalités sur différentes VM. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on consomme de plus en plus, qu'on stocke de plus en plus, que les applicatifs sont de plus en plus gourmands. Et donc, une étude mondiale a été faite, et en France, on reste sur les chiffres à peu près de l'étude mondiale, avec une croissance entre 20 et 25% de la volumétrie de stockage. Ce qui impose soit de continuer à acheter toujours chez le même constructeur dans la même baie et de faire grossir cette baie, ou alors d'acquérir différentes technologies de stockage, différents constructeurs, parce qu'on est dans le public, parce que ça a été moins cher à un moment, parce que la technologie qui était proposée par un nouveau constructeur avait plus de sens. Et on se retrouve avec une infrastructure où on va travailler en mode silo sur différents constructeurs avec des problématiques qu'on connaît de maintenance de ces baies-là, de connaissance de ces baies-là et le coût que ça va représenter. Donc, en gros, vous avez différents défis, différents problématiques que vous pouvez avoir rencontrées aujourd'hui, qui ont été énoncées là, qui vont pouvoir être corrigées à travers de la virtualisation. Tous ces défis-là, vous les avez connus déjà sur la partie infrastructure, encore une fois sur la partie VMware, Hyper-V et autres, et vous avez pu y répondre en appliquant ces règles de virtualisation VMware, Hyper-V, KVM, etc., etc. Pour la partie stockage, encore une fois, on peut imaginer la même chose. Pourquoi? Parce que l'infrastructure, le stockage, le networking, la sécurité répondent aux mêmes besoins et peuvent être aujourd'hui corrigés ou améliorés à travers les mêmes fonctionnalités, à savoir le software defined. Une solution de virtualisation basée sur du soft qui, de manière complètement agnostique au hardware, va être capable d'amener des fonctionnalités avancées, peu importe le constructeur, peu importe la technologie. Et encore une fois, c'est ce que fait VMware, c'est ce que fait des environnements de sécurité. On va parler de Palo Alto, on va parler de FortiGate, etc., etc., sans aucun problème. Donc, l'ensemble de votre SI peut être virtualisé et doit être virtualisé pour pouvoir avoir une flexibilité totale et répondre à vos problématiques, aux défis qu'on a pu voir juste avant. Pour ça, encore une fois, le software define, c'est quelque chose qui n'est pas normé. Le Gartner essaye d'imposer sa patte, sa griffe, et a positionné 4 points importants pour pouvoir répondre au software define. Mais encore une fois, ce n'est pas normé, donc chacun pense un petit peu comme il veut. Mais selon le Gartner, pour pouvoir répondre au software define, infrastructure, networking, sécurité et bien évidemment stockage, il vous faut être agnostique. Agnostique sur le constructeur, agnostique sur la technologie. Je reprends l'exemple de VMware, qui est la solution la plus déployée actuellement sur la partie virtualisation d'infrastructure. Eh bien, je peux très bien avoir une ferme VMware avec des serveurs HP, des serveurs Dell.
avec du CPU AMD, du CPU Intel, de la carte réseau Broadcom, de la carte réseau Intel. Peu importe, je peux mixer tout ça au sein d'une ferme et avoir une ferme complète qui me permet de faire déplacer des VM d'un côté à l'autre, d'une machine à une autre, parce que j'ai un besoin de plus de performance, de moins de performance, de résilience, j'ai besoin d'arrêter une baie. Eh bien, on sait le faire avec VMware. C'est le software defined. On doit être capable de le faire avec le stockage aussi. Avec DataCore, on va être complètement agnostique sur des solutions stockage. Donc, peu importe si on travaille sur une baie physique du disque interne à un serveur, si on travaille sur du matériel HP, Dell, Lenovo, sur du disque NVMe, SSD, SAS, Nearline SAS ou du cloud, on va fonctionner de la même manière. Pour être aussi compliant avec le software defined, selon le Gartner, il faut être software. Ça paraît un petit peu bête de le rappeler comme ça, mais ça fait partie du terme. Software defined. Ce que veut dire software, ça veut dire que on est complètement extérieur à la partie hardware. On est capable de mettre à jour l'applicatif sans être obligé de remettre en question la partie hardware. Ou on est capable de changer le hardware sans remettre en question la partie logicielle. Je vais encore faire le parallèle avec VMware. Vous avez aujourd'hui une infrastructure basée sur 2-3 serveurs HP qui arrivent en fin de vie. Vous voulez les renouveler. Vous avez du VMware 5.5 dessus, eh bien vous n'avez pas besoin de racheter des licences pour VMware 5.5. Les licences, vous les avez, vous les payez à part, vous changez juste votre hardware et vous avez une flexibilité, une capacité à migrer, à changer votre hardware sans commune mesure. À l'inverse, votre hardware est toujours vivant, il est toujours up and running, il est sous maintenance encore pour 2-3 ans, mais vous voulez avoir les dernières fonctionnalités associées à un VMware 7, vous étiez en 6.5, vous les basculez en 7.0, eh bien, vous avez juste à faire clic droit, maintenance et upgrade sur vos serveurs VMware et vous allez les mettre à jour tout seul, sans remettre en question la partie hardware. Vous n'êtes pas obligé de racheter du hardware parce que vous voulez faire des mises à jour logicielles, ou vous n'êtes pas obligé de racheter des licences parce que vous voulez changer votre hardware. Lorsqu'on parle de stockage, c'est pas souvent le cas. Ou lorsqu'on parle d'hyperconvergence, c'est pas le cas du tout non plus. On a toujours cette problématique de travailler en mode fabricant, ou lorsque je veux venir faire une modification, eh bien, je suis obligé de faire une modification globale sur toute mon infrastructure. Je vais être compliant avec le VVol 3.0, eh bien, je suis obligé de racheter une baie qui est compliant avec le VVol 3.0. Troisième point important, qui va se rapprocher du point, tout à l'heure sur le point on était agnostique, peu importe la technologie, on était capable de travailler dessus, eh bien le point 3 va être identique, sauf qu'on va être capable là de parler de pool de stockage ou de pool de ressources. Si on parle de VMware, un DRS, la capacité de faire en sorte que des VM switchent d'une infrastructure à une autre sans aucun problème. Lorsqu'on parle de stockage, c'est plutôt associé à la partie auto-tiering. Vous dire que vous avez une infrastructure qui consomme 5 à 10% de performance, eh bien, je vais mettre 5 à 10% de disques NVMe, SSD en mix use et autres. Vous avez peut-être 20% de données qui méritent d'avoir un petit peu de performance, eh bien, on va pouvoir mettre du SAS. Et puis, vous avez 70% de votre infrastructure et qui va continuer à croître, mais peut-être que dans 2 ans, vous n'aurez pas 70, mais 80, 90% de votre infrastructure qui ne demande que avoir de la capacité, eh bien, on peut partir sur du disque capacitif, voire sur du cloud. Et tout ça, le gérer au sein d'un seul et même pool et faire en sorte que votre applicatif ne voit qu'un seul élément de stockage. Et le stockage virtuel, DataCore Sainte Symfony, va faire en sorte de positionner les blocs applicatifs en fonction de leurs besoins en performance sur une technologie ou une autre, de manière complètement transparente et pour l'utilisateur et pour vous en tant qu'administrateur. Et quatrième point, qui est le point commun à tout ce qui est virtualisation, encore une fois, c'est la résilience. L'idée de se dire qu'à partir du moment que je virtualise, eh bien, je peux arrêter ma baie, je peux arrêter mon serveur de manière complètement transparente pour faire une maintenance ou parce que j'ai subi une avarie et je dois pouvoir continuer à fonctionner. Encore une fois, lorsqu'on fait du VMware, on a la sensation que ça existe. Je peux perdre physiquement un serveur, mes VM vont redémarrer de l'autre côté, mais il me faut une baie de stockage sous-jacente. Si ma baie de stockage, elle, vient défaillir, eh bien, je n'ai plus rien qui fonctionne. Avec Sainte Symfony, on va être capable de vous offrir cette solution de stockage hautement résiliente, monosite, multisalle, multisite, encore une fois, qui va vous permettre d'étendre votre récit sur différentes baies
différentes salles, différents data centers sans aucun problème, avec les mêmes flexibilités d'upgrade et de réponse au crash. Donc une infrastructure DataCore, c'est au minimum ceci. 2 serveurs portant la solution DataCore Sainte Symfony, la solution DataCore Sainte Symfony pilotant tout type de disque, de la baie traditionnelle, Fiber Channel, AES-CUSI, SAS, DAS, et j'en passe, du disque interne, bien évidemment des environnements qui vont être mixés. On peut très bien imaginer avoir un serveur DataCore portant du disque interne et de la baie externe, et ayant la capacité de délivrer un stockage unique, actif depuis mes 2, 3, 64 nœuds DataCore, mais avoir un stockage unique qui va être présenté à l'ensemble de mes clients à travers une technologie Fiber Channel ou ISCSI. Qu'on soit sur un modèle physique, data center, tel qu'il est représenté là, ou qu'on soit sur un modèle logique dans lequel mes machines DataCore vont être embarquées dans un hyperviseur VMware, Hyper-V, KVM, Xen et autres, encore une fois, pour répondre à des problématiques de réduction de coûts et partir vers des offres d'hyperconvergence, dites d'hyperconvergence, avec le côté un petit peu sexy de la chose, c'est que là, on n'est pas sur une hyperconvergence constructeur, verrouillé constructeur, mais sur une hyperconvergence qui va être montée sur mesure par l'équipe Promosoft ou Ami DSI pour répondre à votre besoin existant et futur. Donc voilà un petit peu ce que c'est que DataCore. C'est une solution, encore une fois, full virtualisation de stockage, embarquant l'ensemble des fonctionnalités avancées que vous pourriez imaginer avoir sur une baie de stockage qui va gérer plusieurs centaines de terras, mais déjà embarqué pour 1 Tera, 10 Tera, 50 Tera, 100 Tera, 1 péta, sans aucun problème. C'est toutes les fonctionnalités avancées telles que le miroir synchrone, la réplication asynchrone, le parallèle I/O, le CDP, le Random Rate Accelerator, etc., etc. Bon nombre de fonctionnalités que vous utilisez déjà peut-être aujourd'hui, qui, sans le savoir, sans le savoir, pour vous en tout cas, qui sont basées sur des brevets DataCore. Si on prend l'utilisation, un outil que vous utilisez tous les jours, mais que vous ne pensez pas être DataCore, c'est le Sync Provisioning. C'est une fonctionnalité qui a été développée par DataCore, qui s'appelait le Network Volume Manager en 98, qui a été laissé dans le domaine public par erreur de gestion de brevets chez nous, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, qui est resté dans le domaine public et qui a été réutilisé par l'ensemble des acteurs aujourd'hui d'éléments de stockage, voire de virtualisation. Sous VMware, vous faites du Sync Provisioning. La partie CDP, brevet DataCore, le parallèle I/O, brevet DataCore, etc., etc. Donc, pas mal de fonctionnalités avancées dans le monde du stockage qui sont issues de nos recherches et qui, encore une fois, sont sous brevet ou qui ont été sous brevet DataCore. Un modèle de déploiement de la solution DataCore qui permet de répondre à toutes les problématiques et de répondre à tous les clients. Une offre qui est de type enterprise ou standard, enterprise plutôt orienté pour de la gestion de data center avec de la fibre optique, standard plutôt orienté pour du client allant vers une petite offre avec 2-3 10 nœuds maximum de virtualisation sur une couche ISCSI ou partant sur des offres d'hyperconvergence, et du large scale pour des environnements beaucoup plus conséquents lorsqu'on va parler de centaines de terras ou de pétabytes. Et un mode de licensing qui va se faire par tranche de volumétrie qui vous permet de payer le bon coût. D'un point de vue fonctionnalité, eh bien, on a la partie haute disponibilité, qui est la brique principale de DataCore Sainte Symfony. Encore une fois, de 2 à 64 nœuds, en mode physique ou en mode virtuel, qui vont chacun piloter un élément de stockage, un ou des éléments de stockage. J'ai mes éléments sous chacun de mes DataCore, j'ai donc une résilience à la panne. Je peux perdre physiquement un des serveurs DataCore. Imaginons que le DataCore 1 vienne à perdre l'électricité, problème électrique. Eh bien, le stockage sous DataCore 1, bien évidemment, n'est plus accessible, mais mes clients qui étaient dans le même data center que mon DataCore 1, eux, continuent à fonctionner parce que le disque virtuel qui a été généré par le DataCore 1 et par le DataCore 2 a été présenté à l'ensemble de mes clients, donc à mes ESX sur le data center 1 et à mes ESX sur le data center 2.
Le SX sur le data center 1 a perdu physiquement sa patte primaire, son accès principal, vu qu'on va essayer de travailler verticalement dans le même data center, mais de manière native, sans l'utilisation d'aucun outil, uniquement à travers les connecteurs multipass natifs à Windows, VMware, Linux et autres, eh bien, le SX1, par exemple, va switcher, va continuer de travailler sans avoir aucune perte d'IO, va continuer de travailler avec son disque virtuel, mais en switchant sur les chemins vers le Datacore 2. Et ce, de manière complètement transparente. L'utilisateur final n'y aura absolument rien vu. Vous, en tant qu'administrateur, vous aurez reçu des alarmes. Datacore 1 est arrêté parce que problème électrique. Datacore 1 a été mis en maintenance parce que vous faites des mises à jour de firmware. L'utilisateur ne le sait pas. Mais encore une fois, vous avez l'information. Le Datacore 1 revient à lui parce que problème électrique corrigé. Le Datacore redémarre. Le Datacore 2 renvoie les données manquantes au Datacore 1, resynchronise les données à travers des liens dédiés dits miroirs. Et une fois que ces liens sont, une fois que les disques sont à nouveau resynchronisés, sont à nouveau LC, eh bien les ESX sur le Data Center 1 pourront revenir travailler sur le Datacore 1. On va travailler de manière, encore une fois, sur ce qu'on appelle un failover et un failback complètement transparent pour l'utilisateur, avec zéro action côté administrateur. On est encore une fois sur du RPO, RTO 0, et peu importe encore si vous êtes dans la même salle, dans deux salles différentes ou dans deux data centers différents, ça doit fonctionner, ça va fonctionner. La seule nécessité va être d'avoir une latence entre mes deux serveurs DataCore inférieure à 5 millisecondes pour rester dans les normes SCSI, les normes de stockage. Après, si on intègre, et c'est pas si, on va intégrer sur vos offres aujourd'hui du SSD, du NVMe, ce sont les dernières technologies au niveau du stockage, ça a du sens de les intégrer. On est sur de la latence à zéro, eh bien on va vous demander d'avoir une latence aussi à zéro entre les deux serveurs DataCore pour ne pas pénaliser les écritures. Donc du coup, si je suis monosalle, bah, ça peut être de la cuivre, ça peut être du cuivre, ça peut être de la fibre. Si je suis multisalle, moins de 800 mètres, ça peut être encore une fois du cuivre ou de la fibre. Plus de 800 mètres ou du multisite, je vais partir sur de la fibre obligatoirement, voire sur de la fibre noire, si j'ai plusieurs kilomètres entre mes data centers. Autre thématique importante, c'est la performance. On l'a dit tout à l'heure, c'est le défi numéro 1 aujourd'hui, et le stockage SSD peut permettre de répondre en partie à cette problématique de performance. Je dis bien en partie parce que lorsqu'on parle de volumétrie, le SSD va devenir très onéreux, le NVMe pire encore, et ça va être assez compliqué de répondre et performance et latence à des coûts intéressants. Datacore Sun Symfony a été qualifié SPC One sur 3 awards différents. Donc, on a reçu 3 awards sur la partie performance volumétrie, performance coût et response time. Et ce, par le SPC Storage Performance Council. Je ne sais pas si ça vous parle, mais SPC, c'est la solution de benchmarking, une société aux US qui ne fait que du benchmarking de baies et donc qui va venir exécuter des benches sur une phase de 8 heures pour le SPC One, le même bench sur l'ensemble des acteurs du marché voulant se faire qualifier pour répondre à ces problématiques de performance et de coût. Le SPC One, encore une fois, c'est le test le plus agnostique, on va dire, le plus garantisant parce que c'est une société externe qui vient runner le même test pour tout le monde et c'est un test qui vient simuler un environnement de production, 128 machines virtuelles simulant une production pendant 8 heures et sur du hardware, sur du software qui est celui du marché, avec des coûts du marché. De là, SPC est capable de donner des ratios performance, des ratios prix et latence. Et encore une fois, on est numéro 1 sur ces 3 points-là versus des gens comme Huawei, HP, Dell EMC, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on va être capable de répondre software, on va être capable d'améliorer les fonctionnalités hardware traditionnelles pour maximiser l'utilisation des ressources. Je vais vous l'expliquer juste après, mais l'idée, elle est juste là. On a cette capacité à travers du soft d'améliorer
comme le fait VMware, par exemple sur un simple CPU. Aujourd'hui, si vous avez VMware Hyper-V, encore une fois, si vous avez une machine qui est capable de runner 3000 IO pour une base Oracle mono produit, vous n'avez qu'une seule base d'installer sur un serveur. Si demain vous prenez ce même serveur, vous le virtualisez et vous mettez 10 bases Oracle dessus, bien vous allez pouvoir runner beaucoup plus d'IO. C'est logique parce que VMware a cette capacité de gérer la partie CPU, la partie compute. Nous allons faire la même chose, nous, sur la partie stockage. Et on est capable, du coup, de sortir 1 200 000 IO pour 120 000 $ pour 0,2 millisecondes. Donc, ça reste des sommes assez importantes. C'est un bench. Il faut quand même montrer qu'on est une boîte américaine. Il faut montrer qu'on est les plus forts. Je vais le dire comme ça pour rester clean. Mais voilà, 1 200 000 IO, 10 centimes l'IO, 10 cents, pardon, l'IO, c'est vraiment quelque chose de gratuit, on va dire, versus la compétition. Alors, vous n'allez pas avoir besoin d'1 200 000 IO, très certainement. Si vous en avez besoin de 200 000, 100 000, 50 000, 10 000, c'est déjà ça. Maintenant, si vous avez besoin de 10 000 IO, ce qui est certain, c'est que Datacore Sun Symfony va être capable de répondre à une problématique de latence. Si on peut offrir 220 microsecondes de latence moyenne sur 8 heures de bench avec 1 200 000 IO, bien évidemment, on est capable de répondre à ces 220 microsecondes pour un besoin qui va être beaucoup plus faible de 10 000 IO et qui sera un coût nettement moins important que les 120 000 $. Avec un petit peu d'animation, bien, je reprends ce que j'expliquais tout à l'heure, on a la capacité de faire travailler le CPU de manière plus pertinente. On va être capable de faire travailler l'ensemble des cœurs pour runner de l'IO. Et donc, du coup, si j'ai 10 cœurs et que je sais les émettre pour faire de l'IO, eh bien, je vais aller 10 fois plus vite que sur un modèle sérial, un modèle séquentiel qui représente l'ensemble des baies de stockage du marché. Je remets l'animation juste pour, encore une fois, réexpliquer un peu tout ça, mais j'ai 10 cœurs, je suis capable de lever mes 10 cœurs en même temps de manière dynamique. Je vais être capable d'ouvrir un canal, puis un second canal, puis un troisième canal. Au bout de 3 cycles CPU, je vais avoir ouvert 9 canaux. Alors que 9 canaux, pardon. Alors que sur un modèle séquentiel, je n'aurais traité qu'au bout de 10 cycles CPU que 3 IO. Donc, on est sur cette problématique-là avec le côté problématique de coût. Pour pouvoir répondre performant sur du stockage traditionnel, eh bien, ce qu'on fait, c'est on multiplie le nombre de contrôleurs, on multiplie le nombre de baies. Si vous allez sur le site d'SPC et que vous regardez les comparatifs avec du EMC et autres, vous verrez, ou Huawei, pire encore, vous verrez que les coûts deviennent exorbitants à partir du moment qu'on cherche à avoir de la performance, qu'ils multiplient le nombre de solutions de contrôleurs, alors qu'avec du Sun Symfony, on a cette capacité, vu qu'on virtualise, d'utiliser l'ensemble des cœurs disponibles à notre infrastructure. Autre thématique intéressante, importante, c'est l'auto-tiering. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était le point 1 et le point 3 du Gartner. C'est la capacité d'intégrer toute technologie de stockage, allant du flash aux solutions SSD, toute solution de SSD, au SaaS, Nearline SaaS, voire au cloud, la capacité de gérer jusque 15 tiers de stockage au sein d'une infrastructure, plus un 16e tiers qui va correspondre à la mémoire de mon serveur x86. Datacore, encore une fois, s'appuie sur un serveur x86 traditionnel, Dell, HP, Lenovo. Pouvons monter jusqu'à 6 Tera, je le disais tout à l'heure, 3 Tera sur des environnements plutôt traditionnels. Et après, sur des environnements plus petits, on va être capable de monter 128, 256, 1 Tera de RAM sans aucun problème. Et toute cette mémoire-là, on va être capable de l'utiliser, tout ou partie, on va être capable de l'utiliser pour gérer du cache en lecture et en écriture. Donc 16 tiers de cache, 1 tiers 0 qui est la mémoire qui va répondre à la nanoseconde, qui est capable de répondre très performant et très capacitif par rapport à une baie de stockage traditionnelle, à un coût qui est ridiculeusement faible versus une baie de stockage traditionnelle. Et derrière, toutes les technologies du marché existantes aujourd'hui, avec la capacité de réutiliser votre stockage existant parce que il est toujours viable, il est toujours sous maintenance, mais il est juste moins performant, et bien on va être capable de venir l'améliorer en rajoutant des technologies SSD, NVMe et du cache à outrance. Et tout ça par serveur Datacore. Donc une capacité vraiment à maximiser l'utilisation de mon stockage. Un applicatif Oracle qui va s'appuyer sur un stockage virtuel Datacore va taper nativement sur l'ensemble de ces disques. Oracle, c'est un disque,
sur un disque un file system, Windows, Linux, qu'on veut. C'est des fichiers qui correspondent à un moteur Oracle, c'est des fichiers qui correspondent à des table space applicatives et puis des Redoulog, du TempDB, etc., qui sont d'autres table space, qui sont, ou d'autres fichiers, qui sont physiquement que des blocs d'un point de vue stockage. Et Datacore va être capable de faire une analyse sur les accès, lecture, écriture de chacun de ces blocs. On l'a vu tout à l'heure au niveau, si je reviens en arrière sur le schéma, si je reviens ici, on voit que l'applicatif est au-dessus, accède à un disque virtuel qui derrière descend d'un point de vue logique sur les nœuds Datacore pour finir physiquement sur du disque physique. Donc le nœud Datacore est en plein milieu de l'IO. Il est vraiment au cœur de l'activité de lecture et d'écriture. Et donc on va avoir cette capacité de faire des calculs de statistiques sur les accès lecture-écriture en temps réel et justifier si un bloc de 4K, de 64K, d'un méga, qui correspond à une activité Redoulog, TempDB, ou peut-être à un fichier d'archive, un fichier ISO qui aurait été laissé il y a 4 ans par un DBA. Donc, on va être capable de justifier si ce bloc-là est chaud ou froid, s'il a besoin de performance en lecture ou en écriture, ou s'il n'en a pas le besoin. Et du coup, on va être capable de le positionner sur la bonne technologie pour ne pas gâcher d'éléments de stockage performants, pour réduire le coût en éléments de stockage performants et aussi s'offrir la capacité de croître à 2 ans, 5 ans, à 10 ans avec les dernières technologies qui iront bien, soit en modèle performant, soit en modèle capacitif. Donc, encore une fois, un positionnement des blocs 100% dynamique, automatique, temps réel, géré par Datacore, qui peut aussi être piloté à l'extérieur par vous en tant qu'administrateur pour pouvoir définir que tel environnement a besoin réellement de performance et je ne veux pas qu'il descende pour aucune raison sur du stockage lent, ou à l'inverse, j'ai un environnement bac à sable, j'ai un environnement de développement, de pré-production sur mon infrastructure qui, on le sait, par définition, demande de la performance parce qu'on est en train de faire du dev, donc on essaye de tirer sur les IO, mais je n'ai pas envie que cet environnement de dev vienne consommer des environnements de stockage onéreux. Donc, du coup, je vais être capable de positionner des profils pour gérer soit en mode normal, de manière dynamique, l'accès au stockage par mon applicatif, soit en mode policy, et vous définirez vous-même quelles sont les règles à positionner pour que tel applicatif ou telle machine aille attaquer tel type de stockage. Autre technologie embarquée dans la solution Datacore, le CDP, brevet Datacore encore une fois, qui est la solution de la réponse au ransomware. Solution qui existe depuis chez nous maintenant 2006 à peu près, donc ça fait 14 ans, qui était plutôt orientée pour la sécurisation des file serveurs et des environnements, on va dire, à haut niveau de résilience, où on ne pouvait pas se permettre d'avoir une perte totale, non une perte de la donnée, mais une inconsistance de la donnée. Le CDP, le Continuous Data Protection, est une solution qui permet de se dire si j'ai une donnée qui est corrompue, si j'ai fait un RM/RF de mon file system et j'ai perdu l'ensemble de mes archives log Oracle, et que si j'ai besoin de revenir, j'ai perdu ma base Oracle et mes archives log et j'ai besoin de revenir en arrière, eh bien il me faut ces fichiers-là. Aujourd'hui, c'est plutôt orienté sur la partie, pas orienté, mais utilisé pour la partie ransomware où on n'est pas sur une action manuelle où quelqu'un va faire un RM d'un fichier, mais plutôt sur une attaque qui va venir de l'extérieur, dans lequel mon fichier va être corrompu. Corrompu d'un point de vue fichier veut dire que même les versions antérieures générées par des snapshots ou par Microsoft ne seront aussi corrompues. Avec du Datacore, Sun Symfony, avec du CDP embarqué, on va être capacité d'enregistrer bloc à bloc toutes les modifications réalisées sur un volume protégé. On n'est pas obligé de protéger l'ensemble de son stockage, mais si on a un file serveur, donc c'est souvent ce qui est l'attaque qui est orientée pour l'attaque des ransomware, eh bien, on va être capable de se dire, j'ai une attaque qui est arrivée aux alentours de 10h30, eh bien, je veux revenir en arrière, je veux
reprendre mon stockage tel qu'il était à 10h25. En un seul clic, à partir du moment que mon volume était protégé en CDP, je peux revenir jusqu'à 14 jours, à concurrence de la volumétrie que j'ai donnée, bien évidemment, au CDP. Mais je peux revenir jusqu'à 14 jours et de manière instantanée générer ce qu'on appelle un rollback, l'équivalent d'un snapshot, mais sur une durée antérieure, sur une durée passée, une durée que j'aurais choisie moi, et je vais être capable donc de générer ce rollback pour le présenter à nouveau à mon file server et vérifier mes fichiers. Je génère mon rollback à 10h25, l'attaque a eu lieu aux alentours de 10h30, je génère donc mon rollback à 10h25, je présente mon rollback à mon serveur de fichiers, les fichiers sont déjà corrompus, pas grave, je supprime mon rollback, j'en recrée un autre pour 10h20, pour 10h15, pour 10h05, et je retrouve l'ensemble de mes fichiers à 10h05. Je restaure mes fichiers, soit en faisant une simple copie entre mon rollback, les fichiers manquants sur mon rollback et les fichiers qui auraient été corrompus sur mon disque de production, ou alors je fais ce qu'on appelle un revert, je réécrase mon disque de production avec les données de 10h25, de 10h05. Toutes ces fonctionnalités que j'ai pu énoncer depuis le début sont des fonctionnalités qui sont intégrées au produit. Peu importe la licence, vous soyez en enterprise ou en standard, ou en large scale, vous allez avoir accès à ces fonctionnalités. La seule différence étant le Fiber Channel. Autre fonctionnalité intégrée au produit, c'est le Datacore Insight Services. Datacore Insight Services est un modèle de présentation de votre infrastructure en modèle SaaS. Datacore Symfony, c'est l'outil de virtualisation de votre stockage qui est embarqué, qui est dans votre data center, qui compute de la donnée en permanence, sur lesquels nous avons toute une métrologie impliquée qui nous permet de suivre l'évolution de votre infrastructure, de pouvoir vous dire si elle fonctionne bien, pas bien et autres. Et toute cette métrologie est remontée en modèle SaaS chez nous pour ce qu'on va appeler de la télémétrie, pour pouvoir faire une analyse a posteriori. Et cette analyse a posteriori nous permet de pouvoir garantir que votre infrastructure va bien, que vous n'avez pas subi de perte d'éléments de stockage, que vous n'avez pas subi de nouvelles latences ou de problématiques de latence sur un disque physique, etc., etc., et que vous suivez bien les bonnes pratiques. Donc cette télémétrie va nous permettre de pouvoir vous répondre sur comment est implémentée votre infrastructure, est-ce qu'elle suit les bonnes pratiques, est-ce qu'il n'y aura pas des optimisations à faire. On va aussi être capable de faire du machine learning, d'apprendre de votre infrastructure et de se dire, bien, depuis 3 ans qu'elle est en place, votre infrastructure répond à 2-3 millisecondes de latence et puis bizarrement, là, elle est à 6 millisecondes, donc il y a quelque chose qui ne va pas. On va être capable de vous envoyer des alarmes, etc., etc. Et on va être capable donc, de faire du predictive alarm et on va être capable aussi de vous donner les non-issues, excusez-moi, les KB, qui correspondent à la non-issues. Donc, vous avez une problématique de disque, vous avez avoir votre pool qui va se remplir, il y a une tendance d'écriture qui fait que le pool de stockage va se remplir ou que la licence qui est en place va bientôt être forte, et bien on va être capable de vous dire, bien, tout simplement, il faut rajouter un disque. Vous avez perdu un disque au sein de votre infrastructure, vous avez infrastructure physique, ça continue à fonctionner, mais vous allez forcément avoir plus de latence. On va le détecter, on va vous dire un disque, le disque numéro LUN4 au niveau du pool X est défaillant, code erreur smart 060, faire remplacement du disque. Et ça, de manière complètement transparente. Pour vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance particulière du stockage, juste un modèle SaaS, vous vous connectez depuis n'importe où, depuis chez vous, depuis le bureau, même en vacances, sur un site Datacore, dis.io, avec vos identifiants, et vous voyez votre infrastructure, tout est vert, il n'y a pas de message, tout va bien. Vous avez des messages, vous pouvez appeler votre partenaire pour essayer de corriger. Enfin, pour finir, et je vais être dans les temps, j'ai eu mes 45 minutes, les différents modes de déploiement possibles, l'installation traditionnelle Datacore qui est orientée data center, encore une fois, ce qui a plus de 20 ans, 2 serveurs physiques au minimum jusqu'à 64, portant tout type de stockage sous-jacent pour tout type de clients au-dessus. Quand je dis tout type, c'est vraiment tout type. On est 100% SCSI. Les seuls clients qui ne supportent pas Datacore sont les mainframe AS400 et OpenVMS, plus pour des raisons
que IBM nous refuse pour la S400 le support qu'autre chose, mais sinon on est 100% SCSI, et donc du coup, sans primitive particulière, sans agent, on va fonctionner. Le même modèle, mais avec du disque embarqué, ce qu'on va appeler du convergé. Donc lorsqu'on a encore une fois un SI basé sur une dizaine, une vingtaine de machines physiques au-dessus, eh bien on va monter un élément de stockage DataCore Sun Symfony sur 2 data centers, sur 2 salles, avec 2, 3, 10 nœuds portant du stockage interne, voire un mix de stockage interne ou externe. Un modèle hyper convergé, qui ne sera pas un modèle DataCore, qui sera un modèle Promosoft. C'est encore une fois la force de ce modèle d'hyperconvergence, c'est que c'est votre partenaire qui a la connaissance de votre compte, qui va être capable de répondre sur mesure à votre besoin en associant tous les éléments du SI, à savoir un serveur physique, un élément de virtualisation d'infrastructure tel que VMware Hyper-V KVM, un élément d'infrastructure tel que d'infrastructure de networking ou de sécurité tel qu'un Palo Alto et autres, et vont être capables de regrouper tout ça pour répondre à votre besoin immédiat et besoin futur sans aucun problème. Et le dernier modèle, le modèle hybride, qui est peut-être le plus sexy, qui s'appuie sur un modèle d'hyperconvergence, encore une fois sur mesure, mais qui, à l'instar de la concurrence sur le modèle d'hyperconvergence, qui n'est pas limité à l'hyperconvergence. C'est-à-dire que lorsque vous partez sur des offres traditionnelles, vous avez ce verrou qui fait que vous êtes obligé de rester dans le modèle d'hyperconvergence, de rajouter des nœuds dans l'hyperconvergence. Là, avec un modèle hybride, vu que toutes les fonctionnalités de l'hyperconvergence, ce sont des outils de virtualisation traditionnels qui sont orientés data center, physiquement dans un seul et même serveur, mais qui sont quand même orientés data center, on n'a pas la limitation de présentation unique à des nœuds d'hyperconvergence. Si vous avez des serveurs physiques, un serveur Vim, un serveur HPUX, un serveur ce que vous voulez, ou tout simplement vous voulez mettre 2 nœuds d'hyperconvergence et rajouter 3e, 4e, 5e nœud de compute pur VMware ou Hyper-V, ça va fonctionner. Donc voilà pour DataCore. Rapidement, donc moi j'ai fini ma présentation. Une société qui, encore une fois, qui a plus de 20 ans sur le marché du stockage virtuel, plus de 30 000 déploiements worldwide. On est à 36 000 et des bananes. Alors on parle de déploiement actif, de licence active, à savoir qu'on a de la licence en perpétuel. Donc on a quand même pas mal de gens qui utilisent encore le produit, qui sont plus sous support, mais qui sont encore dedans, donc qui ne sont pas comptabilisés que de licences sous support. Plus de 10 000 clients à travers le monde et un produit qui en est à sa 10e génération. Et je me tais là pour laisser la parole à Aurélien. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Merci Gaëtan. Juste pour conclure et vous donner quelques éléments d'information sur Promosoft et Ami DSI pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou en tout cas trop peu. Ce sont des sociétés qui appartiennent au groupe Infragest, qui a pour mission d'apporter une expertise dans le domaine de l'informatique, de la gestion, du marketing et du digital, en accompagnant les PME, les PMI et les ETI au quotidien et sur le long terme. Les sociétés Promosoft et Ami DSI sont présentes sur 4 grands métiers essentiellement, à la fois le conseil et le suivi de projet. Donc, les sociétés accompagnent leurs clients à chaque étape de leur projet informatique, mais aussi l'infrastructure informatique, en fournissant et en déployant des matériels informatiques qui répondent bien évidemment aux besoins de chaque client. Une présence aussi sur l'hébergement de données et d'applications. Promosoft et Ami DSI s'emploient à assurer un service de haute valeur ajoutée, je dirais, dans tout ce qui est hébergement de serveurs. Et enfin, un dernier grand métier serait l'assistance technique. La société met à disposition un service et des techniciens pour les clients en cas de panne et dysfonctionnement. En termes d'implantation, comme vous pouvez le voir sur cette carte, les sociétés sont présentes sur une partie du quart nord-ouest, avec des agences sur Rouen, Chartres, Paris et Orléans, qui permettent une bonne couverture du territoire et un service de proximité. Voilà pour la présentation brève de Promosoft et Ami DSI. Gaëtan, je pense qu'il nous reste à remercier nos participants du jour et de passer à la session de questions-réponses pour ceux qui souhaiteraient poser leurs questions. Et dans ce cas, n'hésitez pas et pensez à bien activer vos micros. Nous sommes à votre écoute.